L'été 1969 touchait à sa fin lorsque la vieille berline de la famille Hinshaw s'engagea sur la route de terre. Les arbres denses du Wisconsin semblaient se refermer lentement derrière le passage du véhicule. Arnold Hinshaw resserra ses mains sur le volant en souriant à sa femme Ginger. Ginger regardait le paysage défiler, une pointe d'inquiétude masquée par un doux regard. À l'arrière, les cris joyeux des enfants s'atténuaient à mesure que le voyage s'éternisait. Soudain, la forêt s'ouvrit brusquement pour révéler la silhouette massive de Summerwind. La voiture s'immobilisa dans un crissement de gravier étouffé par la brume. Le manoir se dressait devant eux comme un géant endormi, flanqué de ses 20 pièces vides. Ses façades de bois, autrefois blanches, laissaient paraître des marques profondes de pourriture grise. Les fenêtres hautes et étroites ressemblaient à des yeux sombres, fixant les nouveaux arrivants. Un silence anormal régnait autour du domaine, brisé seulement par le clapotis lointain du lac West Bay. Arnold coupa le moteur, plongeant l'habitacle dans une atmosphère soudainement lourde. Cette immense propriété était restée abandonnée pendant des années avant d'être mise aux enchères. En raison de son état de dégradation avancé, le prix de vente contesté était devenu dérisoire. Pour Arnold, c'était l'occasion inespérée d'offrir un château à ceux qui l'aimaient tant. Il ouvrit sa portière, le grincement du métal résonnant étrangement dans l'air frais. Un courant d'air glacial frappa immédiatement son visage, malgré la douceur de la fin d'été. Ginger le rejoignit lentement, serrant ses bras contre sa poitrine, avec un frisson incontrôlable. Ensemble, ils marchèrent vers les grands escaliers de bois qui menaient à l'entrée principale. Chaque marche gémissait sous leur poids, trahissant des décennies d'abandon et d'humidité constante. Arnold sortit une lourde clé de fer de sa poche, sa main tremblant légèrement. Le mécanisme tourna avec un déclic métallique lourd qui brisa le silence oppressant. La porte s'ouvrit sur un hall d'entrée immense plongé dans une obscurité presque totale. Une odeur persistante de poussière, de moisissure et de vieux papier décomposés les submergea. Arnold alluma sa lampe de poche, balayant la pièce de son faisceau lumineux tremblant. La lumière révéla des murs recouverts d'un papier peint jauni, aux motifs complexes et usés. Au centre du hall, un grand escalier en colimaçon montait vers les étages supérieurs invisibles. Malgré le chaos visible, Arnold s'avança avec enthousiasme dans le grand salon désert. Une immense cheminée en pierre dominait le mur du fond, encadrée de boiseries sombres. Ginger toucha du bout des doigts la surface d'un vieux meuble laissé à l'abandon. Elle ressentait une étrange sensation de lourdeur, comme si l'air lui-même refusait de bouger. Dehors, le vent commença à souffler plus fort, faisant vibrer les vieilles vitres ternes. Les enfants entrèrent à leur tour, courant timidement sur les planchers de bois qui résonnaient. Arnold commença à planifier les travaux à haute voix pour rassurer sa petite famille. Le manoir comptait pas moins de 20 pièces réparties sur plusieurs niveaux complexes. Chaque couloir semblait s'enfoncer plus profondément vers des recoins totalement oubliés. C'était l'endroit parfait pour bâtir un nouvel avenir, loin du tumulte des grandes villes. Pourtant, la rapidité avec laquelle l'agent immobilier avait conclu l'affaire restait suspecte. Aucun habitant de la région n'avait voulu les aider à décharger leur premier carton ce soir-là. Alors qu'Arnold refermait la porte pour la nuit, un murmure indistinct sembla glisser le long des murs. Ginger se retourna brusquement vers l'escalier noir, persuadée d'avoir vu une ombre bouger au sommet. Ginger retint sa respiration au milieu du silence lourd du grand escalier de Summerwind. La silhouette furtive disparut instantanément dans la pénombre épaisse du premier étage. Le vent du lac West Bay fit violemment trembler les vieilles vitres de la demeure. Dès le lendemain matin, Arnold décida de commencer les lourds travaux de rénovation pour chasser cette mauvaise atmosphère. Les premiers jours de chantier se révélèrent chaotiques et d'une lenteur exaspérante. Chaque fois qu'Arnold mesurait une pièce, les dimensions semblaient changer d'une heure à l'autre. Le ruban à mesurer indiquait constamment des chiffres totalement incohérents. Pendant ce temps, Ginger explora les recoins secrets du sous-sol à la recherche de réponses. Derrière une pile de vieilles planches pourries, elle découvrit un compartiment caché dans le mur. À l'intérieur reposait un grand rouleau de papier jauni par le temps et l'humidité.
En le déroulant sur une table branlante, elle réalisa qu'il s'agissait des plans originaux du manoir. Les dessins architecturaux révélaient des pièces cachées qui ne figuraient pas dans la maison actuelle. Prise d'une soudaine fascination, Ginger commença à étudier nerveusement chaque ligne du document. Au même moment, Arnold, en haut de l'escalier, ressentit une soudaine baisse de température. Une voix basse et inaudible sembla murmurer son nom depuis les murs ouverts. Pensant à une mauvaise plaisanterie, il frappa violemment la cloison avec sa masse. À l'impact, un étrange liquide noir et visqueux commença à perler le long du bois brisé. Arnold recula d'un pas, observant le phénomène avec un dégoût mêlé de fascination. En bas, Ginger ressentit un lourd frisson mystique traverser toute l'atmosphère de la cuisine. Toutes les portes des placards s'ouvrirent lentement à l'unisson dans un grincement aigu. Elle se leva précipitamment pour les refermer, mais elles claquèrent aussitôt avec fureur. Le bruit sourd fit écho dans toute la structure du manoir de Summerwind. Au lieu d'avoir peur, Arnold descendit les escaliers avec un regard transfiguré par une étrange certitude. Il affirma à sa femme que la maison exigeait d'être reconstruite selon un ordre spirituel précis. Ginger remarqua alors que les yeux de son mari brillaient d'une lueur fiévreuse inconnaissable. Les jours suivants devinrent une succession d'obsessions mystiques et de rituels de construction incompréhensibles. Arnold ne dormait plus, passant ses nuits entières à dessiner des symboles étranges sur les parquets. La panique s'installa durablement chez les enfants, qui refusaient désormais de rester seuls dans leur chambre. Des bruits de pas lourds résonnaient chaque nuit au-dessus du plafond de la chambre principale. Ginger tenta de brûler les mystérieux plans originaux pour briser cette terrible obsession familiale. Cependant, le papier refusait étrangement de s'enflammer, noircissant à peine sous l'action directe du feu. Prise d'effroi, elle lâcha le rouleau intact sur le sol de pierre froide. Arnold surgit de l'ombre de la pièce, récupérant immédiatement le document avec une colère noire. Il accusa Ginger de vouloir saboter l'œuvre sacrée que l'entité du manoir exigeait d'eux. Les larmes aux yeux, la jeune femme comprit que son mari s'éloignait irrémédiablement de la réalité. Le lendemain, l'atmosphère devint si lourde qu'on aurait dit que l'air lui-même refusait de circuler. Arnold s'enferma de longs enclos dans le grand salon, interdisant à quiconque d'y entrer. Des sons discordants de piano désaccordés commencèrent à s'échapper de la pièce close à des heures indues. Dehors, le ciel se teinta d'une couleur violacée anormale alors que l'hiver approchait à grands pas. Soudain, un immense fracas retentit depuis la cour extérieure, ébranlant les fondations de pierre. Ginger se précipita vers la fenêtre et vit la voiture familiale s'enflammer inexplicablement dans un sifflement sinistre. Les flammes dévoraient la carcasse métallique de la voiture dans un crépitement d'une violence inouïe. Arnold restait immobile sur le porche, le visage figé par le reflet de l'incendie soudain. Ginger s'approcha lentement de lui, posant une main tremblante sur son épaule glacée. Sans un mot, l'homme repoussa brusquement sa femme avant de scruter les bois sombres environnants. Aucun indice, aucune trace d'essence ni aucune cause rationnelle ne pouvait expliquer ce désastre. Dès le lendemain matin, Arnold commença à barricader frénétiquement toutes les issues du rez-de-chaussée. Ses coups de marteau résonnaient comme un sinistre glas à travers les couloirs vides du manoir. Les enfants, terrifiés par l'attitude de leur père, se cachaient sous les draps de leur chambre à l'étage. Ginger tentait désespérément de maintenir un semblant de normalité malgré l'angoisse grandissante. Arnold se mit à hurler après des présences invisibles qu'il affirmait voir tapies dans les angles morts. Il refusa bientôt de s'alimenter, prétendant que la nourriture était empoisonnée par la maison elle-même. Ses yeux s'enfoncèrent profondément dans leurs orbites tandis que son visage s'émaciait de jour en jour. La nuit, il arpentait les couloirs avec une vieille lampe de poche dont le faisceau faiblissait sans cesse. Il murmurait des litanies incompréhensibles, des fragments de phrases rythmés par d'inquiétants hochements de tête. Ginger l'entendait parfois gratter frénétiquement les murs de plâtre avec ses propres ongles jusqu'au sang. Elle tenta à plusieurs reprises de le convaincre de quitter Summerwind, mais il entrait alors dans une colère noire. L'isolement devint total lorsque Arnold décida de couper volontairement les fils du téléphone familial. La demeure semblait se refermer sur eux comme un piège d'acier coupé du reste du monde extérieur. Arnold devint obsédé par les dimensions changeantes des pièces,
mesurant inlassablement les espaces avec 1 mètre à ruban. Il hurlait que les cloisons bougeaient de quelques pouces chaque fois qu'il fermait les yeux. Un après-midi d'automne particulièrement étouffant, il se dirigea vers le sous-sol avec une pioche à la main. Ginger le suivit discrètement, terrifié à l'idée de ce qu'il s'apprêtait à accomplir dans les profondeurs. Guidé par une impulsion délirante, Arnold commença à frapper violemment un mur de briques décrépit. Chaque coup résonnait sourdement dans les fondations de la bâtisse, libérant une odeur de terreau pourri. Derrière la première rangée de briques brisées, un espace creux et totalement obscur apparut soudainement. Arnold laissa tomber son outil et plongea sans hésiter son bras nu dans la brèche ténébreuse. Ses doigts rencontrèrent d'abord une surface froide, rugueuse et recouverte d'une épaisse couche de poussière. Dans un rictus de folie pure, il retira lentement un objet sphérique de la cavité secrète. C'était un véritable crâne humain, orné d'une mèche de cheveux bruns desséchés collés à l'os. Ginger laissa échapper un cri d'horreur étouffé, reculant précipitamment vers les escaliers du sous-sol. Entendant le bruit, Arnold tourna lentement la tête vers elle, un sourire dément déformant ses lèvres. Au lieu d'appeler les autorités, il commença à parler au crâne comme s'il s'agissait d'un vieil ami. Il remonta la relique macabre dans la maison, l'installant fièrement sur la cheminée du grand salon. Ginger passait ses journées à fixer cette monstruosité, sentant un regard invisible peser constamment sur elle. L'atmosphère de la maison devint si lourde qu'allumer un simple feu semblait désormais impossible. Arnold commença à jouer des mélodies dissonantes et frénétiques sur l'orgue du salon au milieu de la nuit. Les notes stridentes s'élevaient à travers la structure de bois, brisant le sommeil des enfants en larmes. La folie de l'homme s'alimentait désormais de la détresse de sa propre famille piégée avec lui. Ginger réalisa soudain que son époux n'était plus du tout l'homme qu'elle avait épousé autrefois. Alors que le premier blizzard de l'hiver frappait les vitres, le crâne disparut mystérieusement de la cheminée. C'est alors qu'un rire d'outre-tombe s'éleva distinctement depuis le plafond de la cuisine, figeant le sang de Ginger. Le rire glaçant résonna encore longuement dans les boiseries, brisant le dernier rempart de sérénité de la famille Hinshaw. Ginger recula lentement vers la table, son regard fixé sur les solives sombres d'où semblait provenir la voix d'outre-tombe. Arnold restait immobile au fond de la pièce, son visage creusé par les nuits blanches et une folie grandissante. Le mois de novembre s'installa sur le lac West Bay, apportant avec lui un froid polaire et des tempêtes précoces. Le vent d'hiver hurlait à travers les innombrables fissures des fenêtres mal isolées de la gigantesque demeure. Arnold refusa catégoriquement d'allumer le système de chauffage central, prétendant que les conduits répandaient un poison. La température intérieure chuta rapidement en dessous de zéro, transformant chaque pièce en un tombeau de glace. Le comportement d'Arnold devint de plus en plus erratique et violent au fur et à mesure que le gel s'épaississait. Les enfants passaient leur journée prostrés dans la seule chambre où Ginger tentait de maintenir un semblant de chaleur. Ginger utilisait de vieilles couvertures et des vêtements usés pour calfeutrer le bas des portes massives. Des bruits de pas lourds commençaient à résonner chaque nuit sur le toit enneigé du manoir. Arnold passait désormais de longues heures à fixer le crâne humain caché au fond du placard secret. Il affirmait à qui voulait l'entendre que les morts lui dictaient la marche à suivre pour purifier la demeure. Ginger ne reconnaissait plus l'homme doux qu'elle avait épousé quelques années auparavant. Une nuit de décembre, une violente tempête de neige coupa définitivement les lignes téléphoniques du secteur. Isolée du reste du monde, la famille se retrouva prise au piège dans un désert blanc et hostile. Arnold commença à brûler les meubles précieux du salon dans la cheminée pour essayer de repousser les ombres. La fumée noire et âcre envahit rapidement les couloirs, rendant l'atmosphère totalement irrespirable. Les enfants pleuraient doucement sous leurs draps, terrifiés par les hurlements de rage de leur père. Ginger tenta de s'interposer, mais Arnold la repoussa violemment avant de s'enfermer dans son bureau. Elle comprit à cet instant précis que la vie de ses enfants était en grand danger immédiat. Sans moyen de communication, elle ne pouvait compter que sur un miracle pour quitter cet endroit maudit. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Raymond ressentait une terrible angoisse inexpliquée concernant sa fille. Après plusieurs tentatives infructueuses pour les joindre, Raymond décida de prendre la route malgré la tempête.
Au manoir, la folie d'Arnold atteignit un point de non-retour lorsque les spectres semblèrent se matérialiser. Des murmures incessants en langue inconnue couraient le long des murs froids de la grande demeure. Ginger rassembla en secret quelques affaires essentielles dans un vieux sac de toile usé. Elle ordonna à ses enfants de garder leurs manteaux et leurs bottes, même pour dormir sur le lit glacé. Arnold arpentait désormais le couloir principal en brandissant une vieille hache rouillée trouvée dans la remise. Le bruit strident du métal frottant sur le bois faisait frissonner Ginger de terreur pure. Dehors, la camionnette de Raymond luttait péniblement contre les congères de neige de plus en plus hautes. Les essuie-glaces peinaient à dégager le pare-brise face à la violence de la tempête hivernale. Soudain, Arnold commença à frapper violemment contre la porte de la chambre des enfants avec sa hache. Ginger hurla de peur en voyant la lame tranchante traverser le panneau de bois vermoulu. Elle poussa les enfants vers la fenêtre basse qui donnait sur le toit du porche enneigé. Le vent glacial s'engouffra instantanément dans la pièce, figeant leur corps déjà affaiblis par le froid. Au moment où la porte céda complètement, des phares puissants déchirèrent l'obscurité de l'allée principale. Raymond venait de briser la barrière de neige, garant sa camionnette dans un crissement de pneus strident. Il vit immédiatement ses petits-enfants blottis et terrifiés sur le toit glacé du porche d'entrée. Raymond grimpa sur le capot de son véhicule pour réceptionner les enfants un par un dans ses bras robustes. Ginger sauta à son tour, juste au moment où la silhouette folle d'Arnold apparaissait à la fenêtre brisée. Sans perdre une seconde, Raymond poussa toute la famille à l'intérieur de la cabine étroite de la camionnette. Le moteur rugit de toutes ses forces, tandis que les roues patinaient furieusement dans la neige profonde. Arnold resta sur le porche immobile, le visage figé dans un rictus terrifiant, les regardant fuir dans la tempête. Ginger pleura de soulagement en voyant la silhouette maudite de Summerwind disparaître enfin à l'horizon. Ils laissaient derrière eux un homme brisé et une demeure possédée par des forces indomptables. La fuite semblait salvatrice, mais le lien occulte avec le domaine était loin d'être rompu pour toujours. Alors que la camionnette s'éloignait sur la route glissante, un hurlement inhumain déchira soudain le silence de la forêt. Raymond serra le volant, réalisant que le cauchemar de Summerwind ne faisait peut-être que commencer pour s'aligner. Dans le rétroviseur, une lueur rouge sang venait de s'allumer brusquement à la plus haute fenêtre du manoir abandonné. 3 longues années s'écoulèrent après cette nuit d'hiver glacial où la famille Hinshaw avait fui le domaine maudit. Raymond, le père de Ginger, ne pouvait pourtant pas oublier la silhouette massive de la bâtisse abandonnée au bord du lac. Persuadé que la maison possédait une immense valeur historique malgré ses sombres rumeurs, il décida de la racheter. Il recruta son propre fils, Ray Jr., un jeune homme robuste et pragmatique, pour l'aider dans cette lourde tâche. Ensemble, les 2 hommes planifièrent une rénovation complète de la propriété pour effacer les traces du passé. C'est par un matin brumeux de printemps qu'ils franchirent de nouveau la grille en fer forgé du domaine. Le manoir se dressait devant eux comme un géant endormi, entouré par une végétation sauvage et hostile. Les fenêtres supérieures semblaient fixer les nouveaux arrivants avec une malveillance silencieuse et glaciale. Ray Jr. coupa le moteur du pick-up, brisant le silence de mort qui régnait sur la colline. Les 2 ouvriers descendirent du véhicule, armés de leurs boîtes à outils et de lampes torches puissantes. En approchant de la porte principale, Raymond remarqua que le bois avait anormalement noirci près de la serrure. Contre toute attente, la lourde porte s'ouvrit sans résistance, pivotant sur ses gonds dans un gémissement aigu. Un courant d'air fétide, mêlant la poussière ancienne et une odeur de décomposition, les frappa instantanément au visage. Raymond alluma sa lampe, balayant le grand hall d'entrée où les meubles étaient encore recouverts de draps blancs. Rien ne semblait avoir bougé depuis le départ précipité de Ginger 3 ans plus tôt. Ray Jr. commença par inspecter les murs du salon pour évaluer la stabilité de la structure en bois. En sortant son ruban à mesurer en acier, le jeune homme sourcilla face à une première incohérence. Les dimensions de la pièce ne correspondaient absolument pas au plan détaillé qu'il tenait dans sa main gauche. Pensant à une simple erreur d'arpentage passée, il appela son père pour obtenir une double vérification immédiate. Raymond croisa les mesures à son tour, constatant avec stupeur un écart de près de 2 mètres impossible à expliquer. Le mur du fond semblait s'être mystérieusement déplacé vers l'intérieur, réduisant l'espace visible de la pièce.
Soudain, un craquement sinistre retentit juste au-dessus de leur tête, faisant trembler le vieux lustre en cristal. Des bruits de pas lourds et mesurés se firent entendre, traversant distinctement le plancher de l'étage supérieur. Pensant à un rôdeur ou à un squatters, Ray Jr. attrapa un lourd marteau de charpentier dans son sac. Les deux hommes montèrent le grand escalier central, leurs bottes de cuir résonnant dans toute la maison vide. Arrivés sur le palier, ils découvrirent un long couloir dont les proportions semblaient s'étirer anormalement sous leurs yeux. Raymond cligna des yeux, pris d'un vertige soudain face à cette distorsion de l'espace architectural. La pièce qu'il venait de mesurer d'en bas semblait n'avoir aucune correspondance logique avec l'agencement du premier étage. C'est alors qu'un murmure glacial traversa l'air ambiant, glissant le long des parois de plâtre fissurées. Une voix de femme désincarnée, lointaine mais d'une clarté terrifiante, prononça distinctement le prénom de Raymond. Ray Jr. pâlit instantanément en réalisant que son père avait entendu exactement la même entité invisible. Le vent se mit à hurler à l'extérieur, faisant claquer violemment les volets contre la façade en pierre. Voulant rationaliser la situation, Ray Jr. se dirigea vers la pièce du fond pour clouer la fenêtre ouverte. Lorsqu'il passa le seuil, la porte derrière lui se referma dans un fracas assourdissant, le piégeant à l'intérieur. Raymond se jeta contre le panneau de bois, frappant de toutes ses forces pour libérer son fils unique. De l'autre côté, les cris de Ray Jr. se transformèrent en hurlements étouffés, mêlés à un bruit de succion d'air. La pièce semblait se contracter comme un estomac géant, rapprochant dangereusement les murs du jeune homme immobile. Raymond utilisa un outil en fer trouvé au sol pour faire levier et faire sauter le mécanisme de la serrure maudite. Dans un grand éclat de bois, la porte céda enfin, révélant une pièce totalement vide et revenue à sa taille normale. Ray Jr. était assis au milieu du sol poussiéreux, balançant son corps d'avant en arrière avec un regard totalement vide. Quand Raymond toucha l'épaule de son fils, ce dernier ne réagit pas, murmurant une suite de chiffres incompréhensibles. La température ambiante de la pièce chuta brutalement, matérialisant la buée de leur respiration dans l'obscurité grandissante. Un ricanement sourd s'éleva alors du plancher décrépit, se propageant à travers les poutres de la vieille demeure. Ce n'était plus une simple maison hantée, mais un piège vivant conçu pour dévorer l'esprit de ses constructeurs. Raymond comprit qu'il devait creuser le passé de ce terrain avant que le manoir ne referme définitivement ses griffes sur sa famille. Qui était le premier propriétaire, Robert Lamont, et quel pacte secret avait-il scellé avec les fondations mêmes de Summerwind? Alors qu'il fuyait le couloir, les murs commencèrent à saigner une traînée d'encre noire, tandis qu'une ombre immense se matérialisait derrière eux. L'ombre menaçante s'est évanouie dans les boiseries sombres dès que la lumière du jour a percé les vitraux brisés du grand salon. Raymond s'est appuyé contre la cheminée en pierre, son cœur battant à tout rompre après cette nuit d'épouvante pure. Il a compris à cet instant précis que les secrets de Summerwind ne se trouvaient pas dans ses murs actuels, mais dans son histoire occultée. Quittant la demeure maudite pour la journée, il s'est rendu immédiatement aux archives historiques du comté pour mener son enquête. La bibliothécaire locale lui a tendu de vieilles boîtes en carton, remplies de coupures de presse jaunies et de documents officiels poussiéreux. Les premiers documents officiels ont révélé que le manoir de Summerwind avait été érigé en 1918 au milieu d'une nature hostile. Le commanditaire de cette folie architecturale n'était autre que Robert Lamont, un homme politique et homme d'affaires extrêmement influent. Raymond a caressé du bout des doigts la signature élégante mais nerveuse de Lamont au bas d'un acte de propriété officielle. Selon les rapports d'époque, Lamont voulait faire de ce lieu une forteresse isolée pour échapper au tumulte de la société moderne. Mais les rumeurs locales suggéraient déjà que les ouvriers engagés refusaient de travailler seuls la nuit à cause de bruits inexpliqués. Raymond a découvert qu'un mystérieux incendie avait ravagé une partie des échafaudages durant le premier hiver de la construction. Malgré ces avertissements du destin, Robert Lamont s'est installé triomphalement dans sa demeure de 20 pièces avec son épouse dévouée. Les premières années ont semblé paisibles en apparence, mais une correspondance privée retrouvée par Raymond a rapidement brisé cette illusion. Dans ses lettres à sa sœur, la femme de Lamont se plaignait d'une sensation constante d'être épiée par des présences invisibles. Elle décrivait des courants d'air glacial qui traversaient les couloirs, alors même que toutes les fenêtres étaient hermétiquement closes.
Les domestiques de la maison ont commencé à démissionner les uns après les autres sans donner la moindre explication rationnelle. Robert Lamont est devenu progressivement obsédé par la sécurité de son domaine, installant des verrous complexes sur chaque porte intérieure. Il s'enfermait de plus en plus souvent dans son bureau secret, refusant de voir ses partenaires commerciaux de Chicago. Les archives ont révélé qu'en 1929, la santé mentale du puissant homme d'affaires s'était totalement effondrée. Raymond a tourné une page cruciale du dossier, découvrant le récit détaillé de la nuit fatidique de l'été 1930. Ce soir-là, un violent orage éclatait sur le lac West Bay, plongeant le manoir de Summerwind dans des ténèbres denses. Alors que le couple dînait en silence dans la grande salle, un bruit de pas lourd a retenti à l'étage supérieur. Pensant qu'un rôdeur s'était introduit chez eux, Robert Lamont a saisi précipitamment son pistolet de calibre 45 dans son tiroir. Il a gravi le grand escalier central en colimaçon, tandis que sa femme, terrifiée, le suppliait de redescendre immédiatement. Au bout du long couloir du premier étage, une porte fermée s'est ouverte d'elle-même dans un grincement sinistre. Une forme humanoïde faite d'une obscurité plus dense que la nuit s'est lentement matérialisée dans l'encadrement. Pris de panique face à cette abomination indicible, Lamont a hurlé un juron et a pressé 2 fois la détente de son arme. Les balles ont traversé l'apparition de part en part avant d'aller se loger profondément dans la cloison de bois derrière elle. L'ombre mystérieuse n'a pas bronché, mais a poussé un gémissement caverneux qui a fait vibrer les fondations de la maison. Jetant son arme inutilisable sur le sol, Lamont a fait demi-tour et a dévalé les escaliers comme un homme possédé. Le couple a fui la demeure en pleine tempête, sans même prendre le temps d'emporter leurs manteaux ou leurs affaires précieuses. Robert Lamont n'a plus jamais remis les pieds à Summerwind, abandonnant sa création à la merci des éléments et des fantômes. Raymond est resté pétrifié en lisant une note manuscrite d'un détective privé engagé par la famille Lamont quelques mois après leur fuite. Le détective écrivait que les trous de balles laissés par Lamont avaient mystérieusement disparu lorsque les agents immobiliers étaient revenus sur les lieux. La maison s'était auto-guérie, effaçant toute trace de la confrontation armée, comme si l'événement n'avait existé que dans l'esprit de Lamont. Pris d'un terrible pressentiment, Raymond a refermé brusquement les dossiers et est retourné en hâte vers Summerwind où son fils l'attendait. Le crépuscule tombait sur le lac West Bay quand sa voiture s'est immobilisée devant la silhouette massive de la bâtisse. Ray Junior se tenait sur le porche, le visage d'une blancheur cadavérique, tenant une vieille hache de chantier à la main. Il a hurlé à son père qu'il avait retrouvé le pistolet de Lamont de 1930 dissimulé derrière une cloison qu'il venait de démolir. Raymond s'est approché du trou dans le mur et a braqué sa lampe de poche vers l'obscurité de la cavité secrète. L'arme ancienne flottait inexplicablement au milieu du vide, suspendue par des fils de poussière noire qui vibraient doucement. Soudain, le pistolet s'est retourné de lui-même pour pointer son canon directement entre les 2 yeux de Raymond, tandis que le clic sinistre du percuteur résonnait dans le silence de mort. Raymond recula brusquement alors que l'arme lévitait toujours devant son visage blême. Le pistolet tomba lourdement sur le sol en bois craquelé, brisant instantanément le sortilège visuel. Comprenant que la raison lui échappait, l'homme décida de chercher des réponses au-delà de la science traditionnelle. Il fit appel à un hypnotiseur renommé pour sonder les esprits traumatisés de la famille. Les séances commencèrent dans l'obscurité protectrice du salon de Summerwind. Dès la première transe, la voix de Raymond changea radicalement pour adopter un ton aigu et enfantin. Une entité captive se manifesta à travers lui, se présentant sous le nom tragique de Lucy. À travers les lèvres de l'homme, Lucy raconta son emprisonnement prolongé dans les fondations secrètes de la demeure. Elle décrivit comment une présence malveillante et millénaire l'avait piégée pour se nourrir de sa terreur. L'hypnotiseur frissonna en entendant la description détaillée des rituels occultes pratiqués sous ce toit. La voix de Raymond devint soudainement d'une violence inouïe, menaçant de détruire tous les intrus. Les murs de la pièce commencèrent à vibrer, tandis que les fenêtres menaçaient d'exploser. Réveillé en sursaut, Raymond s'effondra au sol, épuisé et totalement vidé de son énergie vitale. Les séances révélèrent sans l'ombre d'un doute que le manoir était une entité consciente et destructrice. Comprenant le danger mortel, la famille décida d'abandonner définitivement les projets de rénovation. Summerwind fut laissé à l'abandon, devenant une carcasse vide livrée aux ronces et aux tempêtes.
Pendant plus de 10 ans, aucun être humain n'osa franchir le seuil maudit de la propriété. Les légendes locales se propagèrent, affirmant que les esprits s'agitaient de plus en plus au fil des ans. Nous arrivons ainsi à l'année fatidique de 1988, sous une atmosphère d'une lourdeur insupportable. Un soir d'été, une tempête sans précédent éclata au-dessus du lac West Bay. Les éclairs déchiraient le ciel noir comme des griffes de lumière pure. Soudain, un éclair apocalyptique d'une puissance colossale frappa directement le toit de Summerwind. Le vieux bois desséché s'enflamma instantanément, créant un brasier d'une violence inouïe. Les flammes dévoraient goulûment les 20 pièces chargées de tant de souffrances cachées. Dans le crépitement du feu, certains témoins affirmèrent entendre des hurlements de soulagement et de rage confondus. Les souvenirs d'Arnold, de Ginger et de tous les autres se consumaient dans cette forge improvisée. Le secret macabre enterré dans les fondations allait enfin être révélé par la destruction totale. La silhouette de Lucy sembla apparaître une dernière fois à la fenêtre avant de se dissiper en étincelles. La structure entière s'effondra dans un grondement de tonnerre, soulevant un immense nuage de cendres. Au matin, la pluie torrentielle finit par éteindre les derniers morceaux de charbon fumant. Il ne restait plus rien de la somptueuse et terrifiante demeure de Summerwind. Les cheminées de pierre s'élevaient seules vers le ciel comme des pierres tombales grises. Les enquêteurs ne trouvèrent aucune cause humaine à cet incendie soudain. Pour les Hinshaw, cette nouvelle apporta un soulagement indicible et une fin définitive à leur calvaire. La malédiction qui avait brisé tant de vies venait de s'éteindre par le feu purificateur. Les âmes captives de la demeure trouvèrent enfin le repos éternel loin du monde des vivants. La nature reprit lentement ses droits sur le terrain, jadis maudit par la folie humaine. Summerwind ne devint plus qu'un lointain souvenir dans les chroniques paranormales du Wisconsin. L'histoire se termine ainsi sur une note de paix retrouvée après des décennies de terreur pure. Le silence est désormais revenu sur les rives du lac, effaçant à jamais les cris du manoir.